réflexion, idéalement, sur cette réflexion, et puis le temps étant malheureusement compté, enchaîné aussi, enchaîné avec deux intervenants qui, je pense, tout plaisir à Étienne, ils font plaisir à Étienne, Manuel, parce que ce sont deux anciens doctorants d'Étienne qui vont intervenir, et c'est très bien à quel point Étienne avait cette volonté de transmettre tout ça. Ces épisodes des rencontres pour tout le monde, on voulait ensuite de même transmettre à leur tour, donc je pense que essaye Madou en visio que Salut, j'espère que tu nous entends. Salut. Il faut qu'il rétablisse son son. Ah oui, parce que là, on ne le voit pas. Là. Si, il est là, mais il faut qu'il rétablisse son son. Pas. Et il y a une pétition pour. On peut, mais comment est-ce qu'on réaménage le temps? Parce que normalement, on va finir à midi à 5 et maintenant il y a les midi et quart, donc il reste une demi-heure et on avait prévu à distance à 2 et c'est compliqué quelque chose pour 1 heure. D'accord. Enfin, un peu moins parce qu'on avait envisagé la discussion. Donc, comment est-ce que quelles sont les nouvelles consignes pour quelles sont les disponibilités aussi? Est-ce qu'il y a moyen de notre point de vue de décaler un peu? Mais ça dépend aussi comment on va votre restaurant. Si, les plateaux repas vont arriver. Les plateaux repas vont arriver, mais. D'accord, je sais. Saïd, tu es avec nous? Parce que si on a le décalage en fait. Ah ben super. Super. Alors, peut-être lui envoyer un message, je ne sais pas. Je fais ça. Et une question. Saïd, si tu nous entends, voilà, c'est bien. On voit ton micro allumé et fais voir ta caméra. Non, le micro est ouvert. Normalement, avec le micro ouvert, on devrait t'entendre, Saïd. Oui, voilà, c'est bon. Et tu peux faire pareil avec ta caméra, s'il te plaît, pour qu'on puisse te voir. Appuyer sur la caméra pour qu'elle soit. Il y a un court interview, le temps de régler. Il faut que je clique. Voilà. Et normalement, on devrait te voir. Oui, nous te voyons. Je vois. Fantastique. Bonjour. Donc là, la décision, c'est que. C'est qu'on va enchaîner. On va enchaîner. Chacun En même temps, voilà, chacun va se juger. Grignoter. Voilà, donc nous enchaînons bien avec, comme je le disais, Saïd et Frid, ancien doctorant d'Étienne, et puis également thématique chère au cœur d'Étienne, c'est la question de l'affaire, c'est la question de l'affaire en Afrique. Voilà, et c'est voilà, des exemples concrets en fait, de travaux qui ont été menés sur le terrain et qui permettent de montrer tout le côté opérationnel finalement de l'apport d'Étienne. Alors Sigrid est maintenant chercheur en anthropologie au CIRAD et elle a écrit une thèse sous la direction d'Étienne, gestion patrimoniale et viabilité des politiques forestières à Madagascar. Et Saïd, qui est doyen honoraire de l'Université des Comores et qui est professeur de droit, et qui a également rédigé sa thèse sous la direction d'Étienne, foncier et société aux Comores, le temps des refondations. Nous sommes très heureux de vous faire intervenir, alors tous les deux conjointement, donc sur l'expérimentation que vous mettez en œuvre à l'ONU au sein du laboratoire vivant, le faire commun à l'ONU. Je vous laisse la parole à l'un à l'autre. Je sais pas comment vous souhaitez intervenir. Saïd, est-ce que tu nous entends? Saïd, tu nous entends? Tu peux parler? Je ne t'entends pas pour le moment. Pour remettre sur le... Il faudrait réappuyer Saïd sur le micro parce que là on le voit barré. Sur
l'onglet en dessous, voilà. Normalement, Oui, là, on devrait... bonjour. Ouais. Ah bah voilà, Saïd. Super. On te laisse te présenter d'abord et puis je suivrai. Oui, bonjour tout le monde. Je suis Mahmoudou Saïd, enseignant-chercheur à l'Université des Comores, à la faculté de droit. Anciennement doyen de cette faculté. Et je fais partie des personnes chanceuses qui ont eu, qui ont été encadrées dans le cadre de la recherche doctorale par le professeur Étienne Leroy, paix à son âme. Et j'ai eu au cours de ma thèse à connaître Sigrid Aubert, avec qui on collabore depuis plusieurs années sur le plan scientifique. Et ça tombe bien parce que professeur Étienne Leroy souhaitait vivement cette collaboration. Et elle est en cours, et elle continue, elle est prometteuse. Voilà ce qui concerne rapidement ma présentation. Et là, je suis accompagné d'un collègue, M. Amadi Alaoui, qui fait partie des personnes qui ont contribué à l'écriture de cette présentation, qui est aussi enseignant-chercheur à l'Université des Comores. Il est avec moi là en ce moment. Je le laisse se présenter. Bonjour, je suis Amadi Alaoui, je suis enseignant-chercheur à l'Université des Comores. Je suis content de participer à cet événement parce que j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Étienne Leroy. Ça a été court, mais tous mes travaux ont commencé vraiment à partir de lui. J'espère que je les finirai bien parce que les tuyaux qu'il m'a donnés servent beaucoup et cela me met en contact avec les gens qui ont longtemps travaillé avec lui, notamment Saïd et Sigrid. Merci. Et à vous, je vais poursuivre alors. Je vais poursuivre alors. Donc, eh bien, là, ce qu'on va vous présenter, ce n'est pas une perspective historique, c'est une perspective en cours et c'est ce qu'on fait au jour le jour, en hommage à Étienne. Parce qu'en fait, que ce soit Saïd, Alaoui ou moi, je pense qu'on est vraiment complètement imbibés par l'esprit d'Étienne. Et pour nous, en fait, il est toujours là, parce qu'il guide nos réflexions. Et notamment dans le cadre de ce qu'on est en train de faire en ce moment à Moïse. Donc en fait, on partage l'ensemble des choses qui ont été posées. Vous allez voir qu'on va rapprocher un peu l'AFD dont Dominique nous a parlé et aussi certaines choses dont Olivier nous a parlé. Et donc on va vous parler aujourd'hui maintenant là de... On va essayer de faire une présentation là dans les temps qui nous est imparti à deux voix, Saïd, Mahmoud et moi. On va alterner et on va essayer de vous parler de... Merci beaucoup. De la relation, on va essayer de mettre en relation la juridicité, qui est un concept cher à Étienne, et la valorisation des usages, un concept pour lequel, personnellement, j'aimerais vraiment discuter avec lui encore maintenant par rapport à ça, parce que les travaux qui sont en cours sur le droit des usages
je pense vraiment que c'est quelque chose dont Étienne aurait voulu prendre connaissance, interagir et je. Bon voilà, donc là, il n'est plus avec nous, mais vous êtes là. Donc peut-être que vous, tous qui connaissez Étienne, vous pouvez réagir aussi par rapport à cette dimension du droit des usages qu'on essaye de prendre en considération dans nos travaux actuellement à l'ONU. Donc cette présentation, elle prend donc la juridicité en héritage. Donc vous connaissez tous le concept, vous voyez tous en quoi est-ce que c'est l'approche majeure qui permet, à partir du pluralisme juridique, de pouvoir saisir ce qui est en creux pour pouvoir parler du droit et des normes, notamment relativement à la terre et aux ressources qu'elle porte. Et donc, Alix nous a introduit en parlant du foncier, et en fait, Étienne nous disait toujours, mais Sylvie, sors, enlève tes pieds du foncier. Et à l'époque, je ne voulais pas, en fait, je voulais rester dans le foncier, jusqu'à ce qu'il m'oblige à revenir de Madagascar, en gros, et à travailler sur les communs. En 2016, dans le cadre du chantier sur les communs organisé aussi, et qui m'oblige parce que c'était. Je disais non, je ne veux pas travailler sur les communs parce que j'ai des choses à faire, notamment les travaux à valoriser conduits à Madagascar. Il me dit si tu travailles sur les communs. Je dis non. Si, c'est bon, d'accord, on travaille sur les communs. Et donc c'est comme ça qu'on a engagé ces relations avec l'AFD et le comité foncier. Et donc, on a travaillé ensemble sur le chantier 1, où la question était est-ce que les communs sont un concept pertinent pour toutes les questions. Et donc, avec le groupe d'experts du comité foncier, Étienne, qui a travaillé à ce moment-là avec Saïd, ça nous a conduit à répondre. Et ensuite, suite à ce travail sur ce chantier 1 avec l'AFD, donc avec le comité, l'AFD nous a demandé aussi de dire ah ben c'est bien joli ce que vous racontez, mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour opérationnaliser les projets de développement? Et donc, c'est là où on a eu un chantier 2. Et donc, le chantier 2 visait à opérationnaliser le concept de commun dans le cadre des projets de développement de l'AFD. Et donc là, on a conduit tout un travail de sous-marins, on a rencontré Dominique, etc., pour essayer de reconstituer le fonctionnement de l'AFD et comprendre où est-ce que les communs pouvaient s'infiltrer, l'approche par les communs pouvait s'infiltrer dans le cadre des différents projets de développement qui étaient montés par la banque, parce que l'AFD, c'est une banque. Et donc, on a identifié différentes marges de manœuvre. Mais ce faisant aussi, le résultat de ce chantier 2, c'était d'avoir un guide opérationnel sur les communs qui était à l'adresse de l'AFD. Donc à ce moment-là, on a eu une discussion. Il ne s'agit pas de donner une nouvelle norme aux agents de l'AFD, il s'agit d'ouvrir un espace dans lequel les agents de l'AFD qui sont vraiment pompés et qui sont surchargés par leur travail, etc., quelque chose, un espace dans lequel ils puissent s'investir. Ils avaient envie de promouvoir l'approche par les communs parce que je considère que c'est une posture et que c'est une envie, que ça peut être quelque chose d'imposé. Et donc les résultats opérationnels de l'approche par les communs pour les agents de l'AFD nous a conduit à infiltrer quelque part l'AFD qui nous ouvre des espaces dans lesquels on peut envisager de conduire l'approche par les communs dans le cadre de projets de ça veut dire avec des indicateurs qui sont un peu plus flexibles, ça veut dire avec des possibilités de réorienter les projets, avec la possibilité de ne pas savoir nécessairement où est-ce qu'on va arriver, mais de tenter d'expérimenter pour pouvoir le faire. Et c'est dans ce cadre-là que donc, à la suite d'un article qu'on avait écrit avec Étienne dans un ouvrage sur la valorisation des usages, avec Étienne, Alaoui et Saïd, sur Moélie, l'AFD nous a invités à poursuivre les réflexions, à mettre en œuvre ce qu'on proposait dans le cadre de cet article, un Moélie proprement. Et ce qu'on proposait dans le cadre de cet article, c'était de regarder
de prendre en considération le pluralisme juridique et d'investir le faire commun dans une perspective de justice sociale et écologique par rapport à l'accès à la terre, à la mer, aux ressources qu'elle porte, et d'expérimenter des choses. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on travaille actuellement sur ce projet qui s'appelle Barona Living Forest et qui vise à mettre en place un laboratoire vivant territorial sur la petite île de Moïse, donc 200 km², 50 000 personnes à peu près. Donc là, l'hypothèse que l'on veut tester aujourd'hui avec vous, c'est la suivante. C'est les relations entre juridiction et valorisation des usages constituent des vecteurs d'innovation sociale pour plus de justice. C'est ça l'hypothèse qu'on veut tester avec vous aujourd'hui, mais qu'on teste aussi sur le terrain. Donc là, la présentation, on va la faire en 3 temps. D'abord, on va parler des enjeux de la constitution d'un laboratoire vivant sur les questions de justice sociale et écologique en 2 temps. Et ensuite, on va vous dire comment on fait pour infiltrer le débat public et chercher à ouvrir de nouveaux espaces de délibération pour pouvoir justement valoriser le faire. Commençons d'abord par les enjeux de l'approche par les communs dans le cadre de ce projet-là à Mohéli. Donc, c'est le commun de la terre, de la mer et de leurs ressources. Et je laisse la parole à Saïd. Oui, merci beaucoup Sigrid. Dans un premier temps, je vais donc mettre en exergue les capacités du marché et de l'État, comorien en tout cas, à réguler les usages de la terre, de la mer et des ressources qu'elle porte. Effectivement, lorsqu'on observe la situation aux Comores, donc on constate que le monopole de l'économie monétaire aux Comores est très disputé parce que il y a une prédominance du secteur informel et puis parce qu'il y a aussi une prédominance des pratiques non étatiques d'accès aux ressources financières. Là, on peut souligner notamment la pratique de transfert de fonds par les diasporas comoriens, des fonds qui sont évalués à de l'ordre de 25% du PIB en 2016 et en 2017. Et des fonds qui permettent aussi d'équilibrer la balance de paiement très déficitaire de l'Union des Comores en raison du volume d'importation très, très élevé. Donc on voit bien que le monopole de l'économie monétaire aux Comores est très disputé. On peut passer, s'il vous plaît. On peut passer à la diapo suivante. Il y a le monopole du droit de la terre de tradition civiliste que revendiquent les différents gouvernements comoriens, que revendique l'État comorien tout simplement. Ce monopole-là est aussi discuté lorsqu'on regarde les choses telles qu'elles se passent sur le terrain. Cela s'explique par le fait que la population mohélienne, et puis comorienne en général, est à la fois conservatrice et ouverte. Elle ne refuse pas en bloc, ne rejette pas en bloc le droit moderne, mais elle n'est pas prête, cette population, à laisser tomber donc le droit ancien que notre ami et collègue tout à l'heure, M. Olivier Barret, a appelé le droit endogène, par exemple, les règles endogènes.
Il y a donc au Comores, il y a une diversité de systèmes juridiques, coutumiers, de l'appeler endogène. J'ai bien noté l'observation tout à l'heure. Musulmans, système juridique musulman, moderne, calqué sur le modèle français. Et surtout, il y a un autre système en fait qui n'est pas très connu, mais qui est très réel. C'est un système basé sur la réinterprétation des différents systèmes juridiques. Il y a des pratiques qui réinterprètent le droit musulman, le droit endogène, le droit moderne. Et là, on peut parler d'un système, je pense, pas particulier. Donc, au niveau de la terre, il y a une pluralité du droit de la terre et une pluralité aussi d'institutions foncières qui relèvent des différents systèmes juridiques que j'ai évoqués tout à l'heure. Et tout cela, la conjugaison de tout cela, donc, amène à une multiple superposition de types d'appropriation de la terre et de ses ressources, des maîtrises foncières, on peut dire, ou des droits d'agir, comme l'appelle Alain Schmidt, que je connais aussi à Paris. Superposition d'acteurs, d'autorités foncières, qui complique donc la situation du droit de la terre à Mouéli, mais plus généralement aux Comores. Et on note que dans ce contexte de multiples superpositions, l'État n'arrive pas à garantir la propriété privée et la propriété domaniale en ce qui concerne la terre. Je parle de la terre ici. Or, cette propriété privée, donc au sens du Code civil, est sacrée sur le plan constitutionnel. L'État n'arrive pas à garantir cette propriété privée de la terre et la propriété domaniale, entre autres. On peut dire aussi que dans ce contexte de superposition, il y a une sorte de consensus sur le fait qu'il faut co-gérer la terre et les ressources qu'elle porte. Mais quand on regarde la façon dont cette cogestion se met en œuvre, on se rend compte que ça pose problème. La mise en œuvre pose problème. Pourquoi? Elle pose problème parce que ces accords de cogestion, notamment dans le Amouéli, donc les accords de cogestion qui sont mis en œuvre par le parc. Le parc, c'est une institution créée par l'État et les communautés locales à Mouéli. Donc ces accords de gestion s'appuient exclusivement sur la législation étatique moderne. Donc ça déjà, ça pose problème dans la pratique parce que, comme je l'ai dit tantôt, les Comoriens ne rejettent pas ce qu'ils ont connu antérieurement comme droit, mais ils font appel aux différents systèmes juridiques. Et puis, ça pose problème aussi parce que ces accords de gestion se traduisent à Mouéli par l'enclosure de la mer au profit des communautés riveraines. Or, depuis que les Comores existent, depuis que Mouéli existe, la mer est ouverte à tous et à toutes. Et avec ces accords de gestion, il y a une délimitation de la mer, une enclosure de la mer au profit des communautés qui sont tout près, qui sont riveraines.
Donc ça pose problème, ça crée des conflits entre les communautés riveraines et les autres Moéliens ou voire les autres Comoriens qui viennent de Grand Comore, de Moélie, etc. Et justement, on a noté que sur le terrain, les avis sont partagés par rapport à cette idée de cogestion. Il y a des avis favorables, donc des personnes, des acteurs qui considèrent que dans ce contexte de coexistence de plusieurs droits, plusieurs acteurs, etc., la cogestion est incontournable. Mais d'autre côté, il y a des acteurs qui sont pas satisfaits par la manière dont les accords de cogestion se mettent en œuvre. Des avis donc défavorables. Parmi les acteurs qui émettent donc des avis favorables, il y en a qui évoquent les raisons suivantes, c'est-à-dire dans les accords de cogestion, il y a des mesures qui sont trop strictes, qui ne devraient pas être considérées, parce que, comme je l'ai dit tantôt, on parle des textes législatifs et on appelle la population, les acteurs à se ranger derrière ces textes législatifs et réglementaires qui ne sont pas toujours adaptés aux réalités locales. Et puis, dans la mise en œuvre, dans les accords de cogestion, il y a souvent les acteurs qui sont invités à abandonner leurs pratiques qui sont considérées à tort ou à raison inadaptées aux exigences environnementales. Donc, on leur propose d'autres activités pour compenser. Mais il se trouve qu'ils n'arrivent pas à pérenniser ces activités-là et donc ils sont déçus. Donc voilà, donc je passe maintenant la parole à Sigrid pour parler du... Par rapport à ce constat-là de la situation à la fois sur la foncière à Moélie et des enjeux sur le partage de la mer et de ses ressources, l'idée dans le cadre de ce projet Barbuda Living Forest, c'était de mobiliser le faire commun pour définir de nouvelles règles d'usage qui peut-être plus appropriées. Donc on regarde l'ensemble des enjeux que Saïd vient de vous présenter. Étienne a largement travaillé sur les commandes déjà. Il a écrit beaucoup d'articles, c'est pour ça que moi j'y suis personnellement. Et donc avec Saïd, il a déjà largement travaillé sur les commandes pour identifier des primo-communs, des néo-communs, des communs administrés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le centre, le gros même doit vous parler. Les communs administrés étant ceux dont Saïd vient de parler récemment, par exemple, c'est-à-dire ces communs qui se tissent autour de la cogestion des ressources naturelles de la terre et de la mer à l'échelle du parc national et à l'échelle des terroirs merroirs villageaux. Et donc, la question, c'est donc, par rapport à cette ambition de faire commun pour définir de nouvelles règles d'usage plus appropriées, on se pose donc la question du rôle que jouent les pratiques spontanées qui sont liées à des habitus ou à des systèmes de disposition durables. Donc, quel rôle ces pratiques jouent
vis-à-vis du renforcement du lien social, et vis-à-vis de la conscience écologique. Donc, pour traiter de cette question, nous avons eu recours à Alaoui, qui est là, mais je ne savais pas que tu allais être là, Alaoui, sinon c'est toi qui aurais présenté ça, parce que c'est ton travail. Je vais me dépêcher de le faire, parce que le temps nous manque, mais en tout cas, pour les questions, s'il y en a, voilà l'auteur. Et donc, Alaoui a conduit des entretiens auprès de 28 personnes à Moélie. Et ces personnes, elles ont été choisies parce qu'elles avaient a priori de l'influence sur la société. On a essayé de pas seulement avoir recours à des notables, mais on a aussi des jeunes qui potentiellement avaient de l'influence, et que à des rédacteurs, on nous a invité ces personnes. Et aussi des femmes vers lesquelles on s'est retourné. Merci. Et donc, évidemment, dans plusieurs localités différentes, pour avoir pas quelque chose de représentatif, pas quelque chose d'exhaustif, mais pour toucher des personnes qui étaient déjà dans des réseaux sociaux. Et à ces personnes-là, donc, Alaoui a posé 3 questions. Quels changements sociaux, environnementaux, écologiques avez-vous vécu à Moélie? Quel a été le rôle des projets de développement dans ces processus de transformation? Et dans l'avenir, quel rôle pourriez-vous jouer pour promouvoir plus de justice sociale et écologique? Et en fait, au travers de ces 3 questions, on a pu retracer des trajectoires socio-économiques des personnes à l'échelle de la vie des personnes. C'est très intéressant. Et on a pu avoir aussi l'expression de ce qu'elle considérait injuste dans cette trajectoire, tant au regard de ce qu'elle considérait injuste. Et surtout, vu qu'on leur demandait quel rôle vous pourriez jouer pour que ça aille mieux, eh bien, elles nous ont proposé plein de choses et plein de solutions, parce que l'idée, c'était que ce soit elles qui disent, en tant qu'acteurs, qu'est-ce qu'elles pouvaient faire concrètement aujourd'hui pour faire avancer. En fait, ces entretiens étaient tellement riches qu'on ne les a pas synthétisés, et on n'en a pas fait un peu quoi que ce soit, mais en fait, on a édité c'est pas un ouvrage, parce que c'est pas relié, etc., comme on dit sommairement, mais en tout cas, l'ensemble des entretiens ont été retranscrits en français et en moélien, resoumis et validés par ces personnes qui ont accepté de donner leur parole au laboratoire vivant de Moélie, et donc à mettre en partage ces différentes paroles, trajectoires, pour les mettre en partage, en demandant à ce qu'elles soient, à ce que leur nom soit aussi pris en considération, donc qu'elles puissent continuer à s'investir dans cette dynamique pour voir dans quelle mesure ce serait possible d'expérimenter ces pistes d'action qu'elles avaient potentiellement identifiées. Donc, quand même, au regard de l'ensemble de ces paroles, eh bien, on a identifié, si on n'a pas synthétisé, mais quand même, on devait poser des axes un peu grands. Et donc, ce travail-là nous a permis, entre autres, avec d'autres travaux dont je ne vais pas parler là, d'identifier des injustices sociales et écologiques vécues par les gens, sur lesquelles le laboratoire vivant de Moélie allait pouvoir potentiellement se pencher. Et donc, ces injustices-là ont été associées aussi à des potentielles pistes d'action collective concrètes qui puissent faire sens aux membres du laboratoire. Donc, aux membres du laboratoire, ces membres s'étoffant au fur et à mesure de l'avancement des activités et de la potentiel d'entrepreneurs. Donc, rapidement, donc, une des grosses injustices vécues, je vais vous les citer les 4 quand même, c'était que l'argent des projets est détourné et les bénéficiaires finaux se sentent spoliés. Alors ça nous a été systématiquement répété, etc. Et donc, mettait en jeu les relations entre les îles, l'argent qui reste à la grande mort, qui est mobilisé par les États, etc. Et donc là, on s'est dit collectivement, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? C'est au moins un minima. Dans le cadre du laboratoire vivant et compte tenu de l'argent de l'AFD dont on dispose pour pouvoir expérimenter des choses,
eh ben, on va essayer d'avoir une transparence maximale et de travailler cette transparence de la gestion des fonds et comment être envisagée dans le cadre d'expérimentation implique un peu moins de texte. Une autre injustice, c'était que les jeunes diplômés d'université ne savent pas le schémage technique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive aussi beaucoup comme une injustice à Moëli, parce qu'en fait, il y a pas mal de jeunes qui font des études, mais en fait, l'activité économique est très peu développée, compte tenu de ce que Saïd vous a dit tout à l'heure, l'activité économique, monétaire, etc. Et donc, en fait, la plupart des étudiants se retrouvent au chômage. Ce qui est un peu contradictoire parce qu'on se retrouve dans une île où potentiellement il y a beaucoup de ressources humaines disponibles, mais pourtant, il n'y a pas beaucoup de projets, pas seulement de projets de développement, mais il n'y a pas beaucoup d'initiatives de développement économique ou social, etc., qui, a priori, Donc, on s'est dit qu'en piste d'action collective, dans le cadre de ce qu'on allait expérimenter, eh bien, on allait essayer de légitimer ces forces vives de Moëli vis-à-vis de leur capacité à agir à leur échelle, donc pour promouvoir la justice sociale et économique. C'est-à-dire qu'on veut les impliquer, on cherche des impliquer. Il y a aussi un problème, une injustice qui est vraiment vécue par rapport au fait que les migrants des autres îles, les Anjouanais notamment, auraient un comportement prédateur vis-à-vis des ressources naturelles de l'île, les forêts, les tortues, les poissons. Et ça, en fait, c'est vraiment quelque chose, des conflits majeurs, assez violents, qui sont vécus à Moëli. Et il y a une forte, il y a de gros conflits entre villages moéliens et villages anjouanais. Et c'est dur, donc une des idées du laboratoire, c'était d'avoir des Anjouanais, des Grands Comoriens et des Moéliens, en plus des Français qui intervenaient dans le projet, pour pouvoir expérimenter l'ensemble de ces choses. Et donc, ça a été quelque chose de posé, que le laboratoire devait expérimenter des dispositifs de gestion de ressources naturelles renouvelables partagées en commun, mais aussi compte tenu de l'origine insulaire de chacun des acteurs potentiellement impliqués, au moins au niveau de leurs interactions. Et enfin, donc, la dernière injustice qui a été considérée, c'est le fait que les forêts se dégradent, générant de l'érosion, asséchant les rivières, et les ressources littorales, le sable et les poissons. Sont surexploités. Donc en fait, l'ensemble des ressources dont les gens ont besoin pour vivre et qui puissent normalement dans leur environnement se trouvent là en surexploitation. Et donc c'est considéré injuste par les gens que certains s'approprient au détriment de tous les autres. Donc là, le laboratoire vivant de Moëli se dit que se met à la suite de l'AFD qui appuie le parc marin terrestre marin de Moëli, beaucoup financièrement, qui renouvelle là son projet d'appui à ce parc, et donc qui a élaboré un plan d'aménagement territorial sur cette île pour envisager l'avenir de l'île à 40 ans. Donc nous, on ne va pas remettre ce plan d'aménagement territorial en question. On l'intègre, mais seulement aujourd'hui, l'AFD ne sait pas comment le mettre en œuvre, parce qu'elle ne sait pas qui va le mettre en œuvre. C'est là que potentiellement on va pouvoir intervenir. Donc sur cette question de piste d'action collective liée à la détérioration des. Voilà, donc ensuite, après vous avoir proposé, posé le cadre, et après vous avoir posé le cadre, on vous dit comment on appréhende l'idée de justice sociale et écologique. Donc là, on va aller chercher Sen pour rejoindre ce qu'Étienne nous expliquait par rapport au droit. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher un idéal de justice, on va aller chercher l'idée de justice. C'est-à-dire qu'on ne va pas penser à ce qui serait bien de faire dans l'absolu pour pouvoir faire
où là, je le monde avait meilleur, c'était possible. On va essayer de voir ce qui se fait maintenant et qu'est-ce que chacun pourrait apporter pour qu'on puisse avancer un petit peu plus vers l'idée de justice que collectivement on peut tisser. Et donc, pour ce faire, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on rentrait sur les injustices, parce qu'on va chercher des justices graves et flagrantes, donc c'est parler, et donc se mobiliser autour de ça. Pour ce faire, eh bien, on va appeler la juridicité pour appréhender les solidarités sociales et écologiques. Ça va, Saïd? Oui, merci beaucoup, Sigrid. Donc, ici, je vais appliquer mon propos au foncier à Mouedi. Comme je l'ai montré tout à l'heure, à Mouedi, donc on a une situation de superposition des modes d'appropriation de la terre, des ressources, superposition d'acteurs, etc. Donc, cette situation est source de conflits quasi permanents et présents partout dans l'île, des conflits qui durent dans le temps, qui sont considérés par certains comme étant des injustices. Donc ces conflits sont parfois portés au tribunal, ils sont tranchés au tribunal ou pas. Généralement, donc, à Mouedi comme au Comores, les décisions des tribunaux sont rarement exécutées. Donc, finalement, les acteurs sont contraints de trouver par eux-mêmes des solutions qui sont des solutions consensuelles. Donc, c'est des consensus qui sont obtenus par la force des choses au terme d'une longue négociation qui ne dit pas son nom. Ce n'est pas une négociation formelle, mais c'est dans la pratique. Et au terme de ces négociations donc informelles, on aboutit, les acteurs aboutissent à des ententes sur des modes de partage de l'accès à la terre et à ses ressources. Ces modes de partage sont animés par justement une quête de justice sociale et écologique. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'on va introduire. C'est quelque chose qui existe déjà. Donc, il s'agit d'un partage des bénéfices liés à l'environnement et aux ressources foncières, matérielles et immatérielles. C'est un partage en fait entre les zones surtout, mais en tenant compte des autres espèces dans une perspective de ce que certains appellent une protection intelligente de l'espèce humaine. C'est un partage entre les générations passées et les générations présentes et futures. C'est un partage qui est animé par des objectifs exprimés en termes de bien-être équitable ou de mieux-être communautaire. Donc, à Mouedi, en fait, la population, de manière générale, une vision non écologiste, mais non anthropologiste non plus de la terre et de ses ressources. Et les tenants de cette justice sociale et écologique sont les suivants. Et donc, ils sont favorisés par une pression sociale exercée par les personnes en manque de terre à l'endroit des grands propriétaires
coloniaux et comoriens. Dans le temps, les terres ont été dans les mains des colons. Il y a des colons qui sont restés et qui ont encore des terres. Un besoin aussi d'équité envers les plus démunis, ressenti par les grands propriétaires eux-mêmes et les autorités villageoises, qui favorisent cette quête de justice sociale et écologique. Il y a aussi les prescriptions de l'islam qui sont intériorisées par les habitants. Des prescriptions qui vont dans le sens du partage des ressources naturelles. Et puis ces prescriptions de l'islam sont suivies globalement avec fierté par les habitants. Et puis on peut noter ceci, cette justice sociale et écologique est approchée par le biais d'un processus cyclique de juridicisation, un processus en deux phases. Donc, une phase de lutte, c'est ce que je disais tout tantôt, négociation informelle, etc. On va au tribunal, ça fait partie des pratiques de négociation. Ensuite, une phase de mise en forme des résultats des luttes, hein, comme le disait Michel Alliot, avec une ritualisation des ententes, des accords, une ritualisation orale, surtout une contractualisation orale, surtout. Et puis, lorsque la situation change, lorsque les données changent, donc on recommence le cycle de négociation et de contractualisation. Mais on note quand même que ce processus qui est en cours, hein, cette pratique qu'on observe à Moélie a besoin quand même d'être sécurisé. Voilà. Donc je passe la parole à Sigrid. Vous a montré donc le droit en mouvement tel que la juridicité nous permettait de le saisir, mais c'est ça en fait dans le laboratoire, dans l'objectif que l'on se donne. Et à côté de cette... Merci Étienne pour toutes ces clés données sur à travers de la juridicité pour essayer de saisir. Ensuite, pour formaliser ces règles, les règles qui sont liées au partage de commun. Eh bien, là, en fait, et c'est là ce que vraiment j'aurais bien voulu discuter avec Étienne maintenant, c'est le recours au droit des usages. Donc, je fais juste une petite parenthèse pour aller vers le droit des usages. Quand je dis le droit des usages, on n'est pas sur les droits des usages. On est bien dans un ordre juridique semi-autonome qui a sa propre logique et qui se fonde sur les usages, sur les activités, les usages, c'est-à-dire une ressource située dans l'espace et dans le temps, une activité et une personne qui fait cette activité. On est sur les usages et donc on n'est pas sur les usages. Et on n'est pas sur l'appropriation non plus. On est sur l'idée de faire, sur l'idée d'avoir. Et donc, le droit des usages se fonde sur cette dynamique-là. Et l'intérêt du droit des usages, si on considère comme un ordre juridique semi-autonome, c'est qu'il est en mesure d'être reconnu comme une source de droit par l'ensemble des autres systèmes juridiques qu'on connaît aujourd'hui. Le droit civil, ou le droit musulman, la symbologie, etc. C'est-à-dire que généralement dans notre droit, on dit que c'est une source de droit. Donc en fait, c'est un moyen potentiel d'infiltrer ces ordres juridiques. Et en outre, l'intérêt aussi de l'usage, c'est que même dans notre droit de tradition civiliste, en fait, l'usage, on le retrouve partout. Comment est-ce qu'on est arrivé aux usages? En fait, c'est grâce à des juristes de l'université de Montpellier 1,
on a bien rencontré à la maison. Et donc, ce sont des juristes qui viennent du droit de l'entreprise. Rien à voir. Et ensuite, qui viennent du droit de l'entreprise et du droit des affaires. Et en fait, parce que dans le droit des affaires, le usage, c'est quelque chose d'important, parce que je sais que ça définit beaucoup de choses, qui va échapper même au l'État, n'est-ce pas? Pour plein de raisons. On retrouve les usages aussi comme quelque chose d'important en droit international quand on va parler de l'importance de la coutume en droit international. On retrouve les usages aussi, malheureusement, d'une manière beaucoup plus cadrée et canalisée en droit civil, avec les usages fonciers, que là, ils sont bien découpés en termes d'utilité, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que le droit des usages, ce ne sont pas des droits d'usage reconnus par l'État, mais vraiment dans un ordre juridique. Voilà. Et on va aussi retrouver ça en droit du travail, dans l'usage conventionnel. Donc là, on est dans les relations entre les gens. Tout ça, ça fait que les usages, c'est intéressant comme concept pour appréhender le droit des communs. Sur la base de la juridicité du mouvement humain, parce qu'il transcende le domaine juridique et parce que potentiellement ça peut être un peu. Donc, mais donc, comment est-ce qu'on va définir les usages de manière concrète? Si on prend une référence juridique, on va les définir comme des pratiques légitimes et répétées, susceptibles d'acquérir une valeur juridique. Donc, vous voyez que juste dans cette définition très simple, en fait, on a des pratiques, ça nous intéresse, légitimes. Là, on va renvoyer à qui, pour qui est-ce que ces pratiques sont légitimes? Pourquoi et comment? Donc là, on a nécessairement quelque chose qui va nous renvoyer à un collectif, une communauté, quelque chose. Et répéter, c'est aussi très très intéressant parce que répéter, c'est dans l'espace et dans le temps, et donc ça va nous obliger à définir concrètement le référentiel dans lequel on va poser les choses. Et ce référentiel-là, il peut être multiple, évidemment, en fonction de plein de choses. Donc on a là une possibilité, en fait, une notion qui va nous permettre de saisir et de saisir des règles et de discuter des règles dans des situations d'actions concrètes données. Donc, on va pouvoir les mettre en discussion. Et surtout, la finalité de l'utilisation des usages, ça va être l'émancipation. L'émancipation sociale, politique, économique et écologique. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu que les usages, comme les communs d'ailleurs, n'existent que parce qu'ils vivent, en gros, pour faire rapide. Donc pour initier ce mouvement des communs ou pour garantir l'usage, l'idée c'est de pouvoir le faire vivre. Et donc le faire vivre malgré ou envers d'autres pressions qui pourraient exister, d'autres quêtes qui pourraient exister, qui seraient imposées par un ordre juridique tiers ou une personne tiers. Donc c'est dans ce contexte-là où en fait le choix de focaliser l'attention sur le sujet, on l'atteint comme une émancipation, parce que ça implique que ce soit la communauté légitime qui va se donner les moyens, elle, d'une cette dynamique propre, de pouvoir faire en sorte que ces usages perdurent. Voilà, donc sur cette base de l'appréhension de la juridicité et de la caractérisation des usages, l'enjeu, ça va être d'infiltrer le débat public. Et donc, on n'a pas le temps de vous expliquer le petit schéma, mais bon, c'est en référence aux derniers travaux d'Étienne, donc pour mettre en relation la juridicité avec les questions de transmission, de patrimoine et d'intégration. Et donc, comment est-ce que cette dynamique-là, on va s'en saisir? Eh bien, on pense, dans le cadre de ce laboratoire, ce qu'on veut expérimenter, c'est qu'on peut le faire en infiltrant le débat public. Et je te laisse la parole, Saïd, pour expliquer. Donc, on va vous montrer deux perspectives, là,
sur lesquels on est en train de travailler. À toi, Saïd. Oui, parmi donc les suggestions qu'on fait dans le cadre de la mise en œuvre de ce laboratoire vivant, on va essayer de répliquer un modèle contractuel de valorisation de terrain cultivé. Là, il y a eu une expérience qui a été conduite à Mouili, dans une localité, à Mavouna, qui a été accompagnée par un projet FIDA pendant 3-4 ans. Et puis, le projet s'est arrêté. Et depuis que le projet s'est arrêté en 2014, donc cette expérience continue avec des hauts et des bas, mais elle est durable. Elle donne satisfaction aux acteurs qui sont directement concernés, et elle contribue à la protection écologique donc du terrain. Je disais tantôt que ces expériences locales de contractualisation ont besoin d'être accompagnées, d'être sécurisées. On se rend bien compte que c'est difficile, c'est délicat de venir de l'extérieur et de dire qu'on va sécuriser une expérience qui se met en place de manière autonome sur le terrain, mais cette expérience est quand même, cet accompagnement est quand même nécessaire. On peut passer à... Donc, oui. Donc, cette expérience qu'on voudrait donc répliquer, je vais décrire un peu la situation. Donc, on est dans une situation, en fait, où initialement il y avait une superposition d'appropriation ou de propriété entre guillemets et d'acteurs, superposition d'usage, superposition de maîtrise foncière, etc. Et donc le projet que j'ai évoqué tout à l'heure voulait donc intervenir sur ce terrain-là qui était très dégradé. Donc il y avait une situation très conflictuelle qui empêchait toute mise en valeur du terrain, respectueuse de l'écologie, de l'environnement sur le terrain. Donc le projet FIDA voulait intervenir et il a fait appel donc à une équipe pluridisciplinaire pour essayer de proposer une solution. Donc il y a eu d'abord des études compréhensives et puis des négociations entre les acteurs concernés sur le terrain, les acteurs présents, mais aussi les tiers acteurs, ceux qui ne sont pas présents sur le terrain physiquement, mais qui se disent avoir des droits sur le terrain. Donc, il y a eu un travail de négociation explicite à travers des réunions qu'on a animées, que l'équipe pluridisciplinaire a animées. Et l'équipe s'est servie de la matrice des maîtrises foncières d'Étienne Leroy pour animer justement ces négociations, pour que les négociations ne soient pas superficielles, mais pour qu'on aille vraiment en profondeur. Ensuite, donc, suite à ces négociations explicites, il y a eu plusieurs réunions. Il y a eu un accord cadre qui a été élaboré, mais cet accord cadre n'a pas été signé exprès, et cela a été fait exprès. Ensuite, on a proposé une phase de négociation implicite, c'est-à-dire on a invité les acteurs à mettre en œuvre sur le terrain l'accord cadre, qui n'a pas été signé. Pendant 2 ans, donc cet accord. Les acteurs ont mis en œuvre donc l'accord cadre, et puis on a mis en place
l'équipe a proposé une commission foncière intersectorielle pour suivre un peu le processus, l'expérimentation, et pour réguler aux besoins des situations qui seraient inattendues. Ensuite, il y a eu une phase de renégociation explicite de l'accord cadre, mais sur la base donc, de l'expérience vécue sur le terrain. Donc l'accord cadre a été révisé à partir de l'expérience des uns et des autres sur le terrain, à partir de leur vécu. Et puis, il y a eu une mise en forme du consensus. C'est de l'accord cadre en fait révisé. Et cette mise en forme, ça a pris la forme de montage juridique un peu complexe que on n'a pas le temps ici de le présenter. On peut passer à la diapositive suivante. Oui, donc je vous laisse la parole, Sigrid, pour... Et ce qui est intéressant dans le cadre du laboratoire, c'est que ce transfert d'expérience, en fait, ce sont les gens de Amazonas, un village anjouanais, entre guillemets, qui a envie de porter ça auprès d'autres villageois. Donc, ils vont expliquer, a priori, comment eux, ils sont passés d'un terrain surpâturé sur lequel ils avaient tellement au terrain actuel. J'avais vu la photo tout à l'heure où c'est un jardin agroforestier intéressant. Et là, c'est d'autant plus intéressant que là, ils sont en phase, après 10, 11, 12, 13 ans, je sais pas, ils sont en phase de renouvellement de leur contrat, entre guillemets, parce que leur propriétaire, et les cultivateurs aussi, ils donnent leur culture en succession à leurs enfants. Donc là, le contrat se renégocie, se reconduit, alors que quand même, parmi l'ensemble des personnes présentes, sur les oscopates, ils sont une dizaine, une quinzaine, je ne sais plus, ça y est. Il y en a deux qui s'avirent et ils ont perdu le contrat. Donc en fait, la norme, elle continue d'être vivante et d'être explicite et d'être réutilisée, etc. Voilà, donc, mais un autre, pour poursuivre dans le cadre de l'expérimentation, comment est-ce qu'on fait pour infiltrer le débat public? Donc, l'idée de la réplication de cette expérience, c'était une manière de remettre dans le débat public ces tensions entre propriétaires, entre guillemets, fonciers et acteurs, y compris dans le cadre des difficultés relationnelles entre les Comoriens originaires plus différents. Et donc, une autre piste qui va, que nous investissons, c'est, vous vous souvenez de ces paroles de justice dont je vous ai parlé tout à l'heure, le travail d'Alaoui, qui avait été collecté auprès des différentes personnes influentes de l'île. Eh bien, ce recueil-là, on le met à disposition de jeunes comédiens. Donc, c'est-à-dire qu'on a proposé, et ces jeunes comédiens ont été très intéressés pour constituer une troupe de théâtre. Pourquoi? Parce qu'autrement, en fait, c'est une certaine pratique que les jeunes, notamment ces jeunes universitaires au chômage, là, se retrouvent dans les écoles et puis fassent du théâtre pour parler de société, de problèmes de société un peu tendus. Mais ils font ça au sein de leur propre village. Et donc là, l'idée qui est proposée, c'est de constituer une troupe intervillageoise, une troupe mixte en plus, intervillageoise et mixte, et de travailler ensemble sur la production de scénettes dans le cadre du Théâtre Forum. Le Théâtre Forum, si vous connaissez, c'est issu du etc. C'est l'idée qu'on propose des scénettes au public et qu'on invite le public à faire des remplacements pour trouver une autre issue à l'histoire qui est racontée.
Et donc, ces comédiens vont être là, vont être formés au Théâtre Forum, plus particulièrement par un comédien grand comorien. Là, on en est au fait que la première représentation qu'ils vont faire de leur semestre, et donc ça va être dans le public de personnes influentes qui a été interrogées par Moïse, devant nous, qui a maintenu votre France pour pouvoir revoir. Et l'idée, c'est derrière ça de pouvoir continuer à faire évoluer ces scénettes et s'en servir comme un outil de mise en débat des questions problématiques liées à la cogestion. Pour pouvoir mettre en discussion non seulement les injustices flagrantes, graves et flagrantes, mais aussi les pistes d'action collective susceptibles d'être investies et supportées dans le cadre, et accompagnées dans le cadre du laboratoire vivant de Morélie. Donc, pour conclure, avec Étienne, on proposait donc dans l'ouvrage, le dernier article ensemble, on proposait donc de constituer un recueil d'usages à Morélie pour pouvoir appréhender les problèmes liés à l'usage de la terre, de la mer et de leurs ressources. Et donc, en fait, vous voyez que ce recueil d'usages-là, on ne voulait pas s'enfermer dans l'écriture d'un coutumier, etc. Et donc, voilà, on est allé spontanément au regard de l'ensemble des travaux aussi conduits sur les communs vers quelque chose de plus dynamique. Et donc, ce recueil il se traduit aujourd'hui en la constitution d'un laboratoire vivant. Donc, un laboratoire vivant pour accompagner les délibérations, parce qu'une fois qu'on a infiltrer le débat public, maintenant il s'agit d'ouvrir ces espaces de délibération dans lesquels on va pouvoir intervenir. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous les ouvre en fait aujourd'hui, ces espaces de délibération, avant même qu'on puisse les investir, mais en tout cas, ils sont déjà identifiés et potentiellement ouverts. Et donc, potentiellement ouverts par l'AFD qui invite à participer à son futur projet. Nous, c'est le laboratoire de et aussi, on est en train d'apprécier dans quelle mesure on pourrait, dans le cadre du laboratoire, s'investir ensemble sur une relecture interculturelle du droit musulman, puisqu'on a des classiques, etc. Et donc l'idée, c'est de relire les différentes le Coran, là-bas, et de s'interroger concrètement sur qu'est-ce que ça implique par rapport aux enjeux d'injustice, de justice sociale et écologique, à Noélie même, et de donner comme ça de la matière, et bien, et enfin, pour lundi 13 dans l'après-midi. À partir de quelle heure pour que je sois sûr d'être disponible? Michel, tu as... À partir de 13h30. Entendu. Merci beaucoup. Au revoir. Allô? On ne vous entend plus. Allô? Je n'entends strictement plus rien.
Vous l'avez? Bon. Et Ça y est, c'est revenu. Mais Vous entendez? Là, ça va, mais il y a un écho. ah ouais. Bon ben C'est tout qui a ouvert, qui sont refermés sur Paris. bon voilà, donc maintenant on en est à la phase, c'est d'accord à dire. C'est plus de bien en réalité. Ah, maintenant, ça va. Excusez. C'est celui-là, non? C'est celui-là qu'il faut regarder. Lequel vous donner le plus d'écho. Les résultats des choses à découvrir. C'est bordel. Hein. Non, c'est ça qui fait, c'est là qui fait. Là, on va le dire. Même on va le dire. Parce qu'on peut quand même.